Depuis plusieurs années, les centres de formation ont propulsé un bon nombre de grands noms du basket français vers le plus haut niveau. Du centre fédéral au club professionnel, la formation française ne cesse de grandir et de s'améliorer avec le temps. Et comme l'en témoigne le nombre de joueurs français dans les meilleurs championnats, que ce soit en NBA ou en Euroleague, nos formateurs font partie de l'excellence. Ce qui a grandement changé en fait entre le moment où moi j'ai commencé à entraîner et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque il y avait que, entre guillemets, sans faire offense à personne, 4-5 clubs qui travaillaient très bien et qui s'investissaient dans la formation. Aujourd'hui c'est pas le cas, il y en a plein. Il y en a en Pro A, il y en a en Pro B, il y a même des clubs de National 1, je pense au Havre par exemple, hein, ou Poitiers quand ils y étaient, qui ont réussi à fournir des équipes réserves en National 2 et à sortir des joueurs. Donc il y a énormément de clubs qui travaillent très très bien. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui ont un centre de formation jusqu'à U18. Il y a certains pays, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont reversés dans une deuxième équipe, leur équipe B de l'équipe professionnelle, qui joue contre des hommes. Donc moi, je pense que nous, on n'a pas ça. On a quand même ce centre de formation qui va sur 6 ans, 3 années U18, 3 années espoir, et qui permet à chaque fois de faire passer nos jeunes. Il y a certains jeunes qui sont partis en Pro B. Il y a certains jeunes qui ont eu la case validée, qui sont partis en Beclic. Et quand je regarde ces dernières années, nos U20 en équipe de France gagner le championnat d'Europe à chaque fois, c'est que la formation, elle est là. On n'a pas des joueurs qui sortent de NCAA. Hein. On a des jeunes qui sont passés en Beclic, qui sont passés en Pro B, et des jeunes qui sont en espoir. Donc, on y est, quoi. On répond présent. On peut matcher avec les nations européennes. Une formule unique en Europe dans l'accompagnement des jeunes joueurs et des futurs stars de demain, partagée par l'ensemble des responsables de centres de formation. Mais alors, que veut réellement dire être entraîneur-formateur ? Le métier de responsable technique du centre de formation est de créer un projet pour chacun de nos jeunes afin qu'ils aillent au maximum de leur potentiel. On a un groupe de jeunes qui ont tous un projet individuel qu'on doit rassembler dans un projet collectif et on sait qu'on a certains jeunes qui ont des ambitions très hautes où est-ce qu'on doit accompagner, on doit avoir un accompagnement un peu plus avec eux. C'est pas pour dire qu'on n'a pas cet accompagnement avec tous nos jeunes, mais celui qui a l'ambition un peu plus haute et qui a ce potentiel aussi pour aller un peu plus haut, on se doit, nous, d'augmenter certaines doses de travail ou augmenter notre façon de fonctionner avec lui, mais pour faire atteindre tout le monde leur meilleur niveau de performance. Pour avoir déjà travaillé longtemps à Nancy et puis pour avoir un peu collaboré avec Romain Chenot il y a quelques années à Châlons, ce que je peux te dire, c'est que tout le monde fonctionne différemment déjà, la première chose. Mais quelque part, ça se rejoint un petit peu pour tout le monde quand même. La première info, c'est que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà quelque chose qui était plutôt sain et qui fonctionnait. Donc, il y avait eu un peu d'instabilité il y avait eu 3 coachs espoirs rapidement. C'est la première fois que quelqu'un reste 3 ans d'affilée là depuis quelques années. Mais il y avait un travail de fond qui avait été bien fait puisqu'on a Jean-Fabrice et Neftali qui ont accédé au niveau professionnel via l'équipe Pro d'Orléans en plus. Donc c'est quand même la marque qui avait un boulot qui avait été fait auparavant. Ensuite, le deuxième truc que j'ai fait, c'est renouer quand même un peu avec le pôle espoir. Le pôle espoir Centre Val-de-Loire, on va pas en reparler. C'est un endroit qui travaille très bien depuis des années avec Nico Corbet et ses équipes. Ça envoie régulièrement des joueurs au centre fédéral. Donc l'idée, c'était un peu de recliquer, de reconnecter avec eux. Et la dernière raison, je vais quand même en parler, c'est la proximité d'Orléans avec la région parisienne qui est un vivier incroyable. Pour qu'un jeune joueur se développe, il faut de la stabilité au sein de son club. De son côté, il doit se plier aux exigences demandées. Sacrifice, travail, gestion de son corps, le facteur humain est indispensable entre les joueurs et les coachs. Quand on a des jeunes qui viennent sur les centres de formation, on a la pédagogie de formation, c'est-à-dire que apprendre à être des basketteurs, apprendre à être des hommes, apprendre à devenir professionnel. Et après, à côté de cette pédagogie-là, c'est l'humain. L'aspect humain est très important pour nous parce qu'on ne va pas se mentir. Quand tu passes une saison en centre de formation, tu passes plus de temps avec ton coach qu'avec tes parents.
Donc à un certain moment, nous, on devient un peu le père fouettard, dans le sens où on va les engueuler. On devient aussi le petit Père Noël, qu'on les récompense, qu'on leur dit de bonnes choses. Donc on devient un peu tout. Il faut trouver le juste milieu entre être le confident, être le père fouettard, être le Père Noël, afin que les jeunes connaissent leurs limites. C'est pas facile à faire tout le temps, parce que l'être humain, à un certain moment, a des affinités. Donc il y a des joueurs où il y aura plus de facilité à aller vers eux, comme ils auront plus de facilité à aller vers nous. Et il y a d'autres joueurs qui n'auront pas cette facilité-là. La beauté de notre métier, c'est aussi d'être staffé. Donc ça veut dire que quand tu travailles en staff, peut-être que le joueur qui ne va pas venir vers toi, il va aller vers ton collègue, et que c'est ton collègue qui va venir te parler, et ainsi de suite. Donc ce qui nous permet de toujours avoir une bienveillance autour de tous nos jeunes, et ce qui permet de les faire avancer au mieux. On fait tous les mêmes, mais on le fait tous d'une manière différente. Moi, je fixe des limites, il y a des barrières. Maintenant, oui, il y a une relation de proximité très forte, mais qui vient aussi de l'autorité, puisque oui, ils nous voient plus souvent que leur propre famille, évidemment qu'ils nous voient plus que leurs parents. Après, c'est aussi le cas des joueurs pros, hein. Ils voient plus souvent leur coach que leur famille, voire que leur femme et que leurs enfants. C'est propre au sport de haut niveau. Maintenant, évidemment que tu es obligé d'aller au-delà du basket, sinon tu déshumanises complètement le job, et c'est vraiment pas le but. Quand on sait les sacrifices, l'exigence et la concurrence qu'il y a, si en plus de ça il n'y a pas un peu d'humain, c'est un peu technique. Maintenant, en tout cas à Orléans, j'ai une structure éducative qui est très solide. On a des salariés à temps complet à l'hébergement, dans l'éducatif, dans la préparation physique. Donc j'ai été très très bien accompagné pour pouvoir me concentrer au maximum sur le basket. Si le but est d'aider les jeunes à être le plus performants possible dans l'espoir de devenir pro, quels sont les moyens mis en œuvre pour les accompagner dans les meilleures conditions? Nous avons contacté 3 formateurs, Nicolas Croisier de la GL Bourg, Romain Chenot de l'Élan Chalon et Luc Luizen du Champagne Basket. Tous nous ont apporté des éléments de réponse. On va recruter un jeune stapsien, donc qui rentre en bac+5, un spécialiste de l'analyse du mouvement, tu vois. Et donc le STAPS à Reims, ils ont une salle avec plein de capteurs, plein de caméras, où on va pouvoir étudier les mouvements des joueurs, par exemple. On fait des entraînements et ensuite on peut étudier les mouvements des joueurs. Et ils seront en charge aussi de la charge de travail. Tu vois, on va pouvoir tout quantifier et tout objectiver, notamment sur la fatigue. Donc ça, pour nous, pour le coup, c'est un vrai plus. On a les kinés qui viennent 2 fois par semaine, 2 fois 2 heures. Dans le cahier des charges, normalement, le médecin devrait passer 1 fois par semaine au sein du centre. Il essaye de faire, il est toujours disponible, quoi qu'il arrive. S'il y a un problème, il est toujours disponible. Après, s'il y a besoin de faire des examens médicaux qui sont délivrés par le médecin, tu vois, par exemple, une IRM, tu peux l'avoir en 2 jours. Or que quelqu'un de lambda, il peut attendre 1 mois. Nous, ça va extrêmement vite. On a un préparateur physique, alors pas à plein temps, c'est un vacataire. Lui, il est en charge de tout ce qui est musculation. Alors moi, j'ai des diplômes dans la préparation physique, donc il y a des choses dont je prends en charge. Lui, il se charge surtout de la musculation. Concernant les U18, eux, ils sont gérés par le CREPS, si tu veux. Donc, il y a le préparateur physique du CREPS qui met des séances en place pour nos U18. On a quand même notre salle d'entraînement et de muscu et d'hébergement sur la même unité de lieu qui nous appartient. Donc, on peut entraîner autant de fois qu'on veut. Donc, les conditions d'accueil sont exceptionnelles, les conditions de travail. Et après, je pense que nous, le club a fait de vrais efforts de structuration depuis des années. Aujourd'hui, centre de formation, on a quand même 2 entraîneurs et demi. On va dire, on est 3 coachs sur la technique. On a 2 préparateurs physiques et un kiné. En plus après derrière sur une préparation mentale avec un Scott. Et ça, c'est le staff. On a aujourd'hui, je pense, un staff qui s'est étoffé, qui est jeune, qui est dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, une belle structure avec un staff compétent et nombreux, plus une structure basket et d'hébergement qui est au top. Cette mixité-là fait aujourd'hui notre force par rapport au centre de formation de Bourg-en-Bresse. Pour le monde pro, on va dans le sens d'étoffer de plus en plus les staffs avec même maintenant des coachs perso, du coach individuel, des choses comme ça.
Aujourd'hui, nous, ça se retranscrit dans un modèle plutôt de jeunes et de formation. Et je pense que ça, avec les qualités humaines de chacun, où le mot d'ordre, malgré tout chez nous, en plus du travail et de la rigueur, c'est la bienveillance et le plaisir. Je pense que toute cette complémentarité-là fait qu'un jeune peut à la fois aller vers le haut niveau, mais également se construire en tant qu'homme. Et ça, c'est très important pour nous. On a un assistant à temps plein, donc on est 3 coachs à temps plein, ce qui est quand même pour le développement des joueurs me semble très intéressant. On a un préparateur physique à plein temps. Ça, pour le coup, pareil, quand on connaît l'importance du développement physique de nos jeunes joueurs, le fait d'avoir quelqu'un à plein temps, c'est déterminant. Et puis, on a un responsable éducatif à plein temps. Voilà, donc à l'époque c'était un bénévole, là il est à plein temps, il s'occupe non pas seulement du scolaire mais de la dimension administrative et éducative dans son sens plus large, faire intervenir des anciens joueurs pro, les emmener sur des sorties éducatives. Cette année on a fait la SPA, on a fait une sortie au théâtre, on a fait des sorties dans des métiers différents, enfin bon voilà, on fait plusieurs activités. Et puis on a entre guillemets des intervenants plus ponctuels comme le kiné des pros qui est disponible à tout moment pour s'occuper de nos jeunes. On a d'autres entraîneurs assistants qui sont aussi apprentis mais qui interviennent quand ils sont libres. À Châlons, on a le Colisée que tout le monde connaît, mais ce que l'on sait pas forcément, c'est qu'il y a 2 salles dans le Colisée. Il y a la salle la grande salle où les matchs ont lieu. D'ailleurs, tous les matchs du centre de formation ont lieu là-bas. Et on a au sein de la même enceinte une salle annexe qui nous permet effectivement d'avoir un autre terrain sur lequel on peut s'entraîner tout le temps. Donc, en gros, on ne sort jamais du Colisée pour s'entraîner. Tout est regroupé au sein de la même structure, de la même enceinte. Ça, c'est déjà pour ce qui est des infrastructures sportives. Et évidemment, on a une salle de muscu qui a été complètement refaite l'été dernier. Donc, elle est évidemment en très bon état. S'inspirer des facs américaines, le meilleur moyen de faire rêver les prospects européens. Aujourd'hui, les centres de formation sont impliqués dans une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. La NCAA s'intéresse fortement aux jeunes européens et possède des arguments financiers et éducatifs si puissants que les clubs ne peuvent ni s'aligner ni lutter contre cet exode. Le métier de formateur est en danger. Les jeunes joueurs de 18-19 ans sur qui les clubs pro comptaient donner des minutes ou continuer à parfaire la post-formation ou vraiment intégrer dans les gros pros, et ben si ces gamins-là s'en vont, ça va forcément impacter économiquement les budgets des clubs, les masses salariales. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion qui soit faite et qui soit faite vite, surtout. Il y a quand même un peu urgence. Le troisième cas de figure, c'est les joueurs dont on ne sait même pas s'ils auraient été des joueurs professionnels en France, à qui on va offrir aujourd'hui des salaires extrêmement compétitifs qui avoisinent peut-être les 10 000 euros, qui serait le salaire d'un très bon joueur de Pro B ou d'un bon JFL de Betclic. Là, c'est problématique parce que du coup, on va peut-être fausser le niveau de certains championnats, on va rajeunir le championnat espoir, on va vider les centres de formation. Maintenant, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est pas aussi simple. Et oui, moi, à titre personnel, ça m'inquiète. Je pense que dès lors qu'on va plus obliger les clubs à investir sur la formation, il y a des gens qui vont perdre leur travail, ça j'en suis persuadé. Il faut peut-être qu'on accepte dès maintenant qu'on va pouvoir former des joueurs que jusqu'à 19 ans, puisque c'est la date de l'âge de la fin des high school et de l'éligibilité pour les joueurs français pour aller aux États-Unis. En rajeunissant le championnat espoir, il faut qu'on pense aux répercussions que ça aura sur le championnat U18. Il y a trop d'équipes en U18 aujourd'hui. Je trouve que le niveau il se dilue et qu'il s'affaiblit dangereusement. Donc peut-être qu'il faut réduire le nombre d'équipes U18 élite pour que le fait de jouer en espoir, ça soit vraiment un objectif, une récompense et une étape intermédiaire avant le niveau pro. La seule solution qu'on ait, c'est que les jeunes joueurs aillent sur le terrain. Tant que les jeunes joueurs n'iront pas sur le terrain avec les équipes pro, on ne pourra offrir aucune garantie ni aucune perspective qui soit équivalente à ce qu'ils peuvent avoir là-bas, quoi. La suite, pour moi, ce serait de pouvoir pérenniser cette formation de centre de formation professionnelle, qui a quand même un coût pour tous les centres de formation, de la pérenniser dans le sens où est-ce que peut-être créer des championnats peut-être satellites, c'est-à-dire que
retirer peut-être les jeunes du championnat espoir qui suit par exemple la Bec League, peut-être les mettre en N2, peut-être les mettre en N1, parce que rapidement ils vont jouer contre des hommes. Peut-être que c'est ça aussi que les jeunes cherchent. Donc avoir une réflexion autour de tout cela pour permettre aux jeunes d'avancer. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est bien fait chez les filles, qui n'est pas exploité chez les garçons, mais peut-être que parce que c'est pas possible et que c'est plus difficile. Je trouve que chez les filles, il y a le championnat où est-ce que les filles sont renversées en N2. Elles font leur championnat. Et derrière, il y a les playoffs des centres de formation. Et derrière, celui qui gagne les playoffs gagne une accession à un F1. Ça, c'est chez les filles. Peut-être se dire qu'aujourd'hui, certes, on a l'INSEP, qui est tout le temps en NM1. Peut-être se dire que peut-être faire un format comme ça aussi chez les garçons. Peut-être que ça va amener aussi un engouement autre. Et que, comme nos jeunes vont commencer à jouer contre des adultes, ils vont avoir la réflexion de se dire est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as ton championnat espoir, par exemple, qui est déjà un championnat d'hommes, qui ne sera plus un championnat de jeunes, quoi. Donc voilà, c'est des réflexions. Moi, je ne dis pas que je suis... je ne veux pas dire que je change les choses. C'est juste que je réfléchis par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, la NCAA, le pourquoi les jeunes partent, toi, qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce que nous, on se pose des questions, nous, entraîneurs, à un certain moment. Parmi les Français en NCAA, certains ont plus de 21 ans et ne seraient donc plus éligibles à jouer en espoir. Néanmoins, ils poursuivent leur cursus universitaire et touchent les droits NIL. Sans pour autant offrir des sommes conséquentes, on peut se demander si ces joueurs n'espéreraient pas un accompagnement dans leur projet perso, tout en leur donnant l'opportunité de s'entraîner avec les pros, ainsi que de faire leurs preuves. Marcher sur les pas des meilleurs n'a jamais été aussi probable qu'aujourd'hui, et cela pourrait être un tournant dans la formation française.